Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétreau, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour JP. Bonjour Audrey. Comment tu vas ? Ça va super bien. Très heureux d'être là avec toi. Moi aussi, super contente de te revoir. Ouais, ça fait un moment. Hein. Ouais, ça fait un an que je suis intervenue chez OSS. Tu nous as bien aidés. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez des super locaux. T'as vu, on est dans le luxe là. On est chez les anciens locaux de Van Cleef & Arpels. C'est logique. Et on est dans les ateliers. On est toujours dans des ateliers, nous. On passe notre vie dans les ateliers. On est très heureux d'y être d'ailleurs. Et vous aimez beaucoup la pierre. Je tiens à le préciser. Chez Van Cleef, c'est encore pire. C'est pas tout à fait le même genre de cailloux, mais oui, on aime beaucoup la pierre. Bon, en tout cas, tu sais que c'est assez drôle parce que je pense que tu es l'une des premières personnes que j'ai pensé à inviter. Je m'étais fait une liste quand j'ai pensé à lancer le podcast de personnes qu'il fallait que j'invite dans mon réseau et tu faisais partie de ces personnes-là. Cool. Assez naturellement parce que t'es un vrai profil commercial. Et pourtant, tu sais que c'est... Et je sais que t'as pas démarré dans ça. Je sais, tu vas nous raconter. Aujourd'hui, t'es CRO chez OSS Venture. Ouais. Tu vas te présenter et j'aimerais aussi que tu nous expliques en quoi consiste le travail d'un CRO, parce que c'est une fonction qui émerge tout doucement en France ces dernières années. On voit aussi beaucoup un essor des startup studios. Oh là, il y en a partout. Hein. Voilà, et j'aimerais bien savoir c'est quoi un vrai startup studio. Et puis OSS concilie performance économique et une vraie mission. Ouais, c'est tous les gens qui sont ici sont drivés par la mission, hein, avant tout. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques tout ça. On va parler de vente, de ton parcours, de tech, de mission, d'industrie. À l'issue de l'épisode, je voudrais que les gens aient compris le business model d'OSS, qu'ils puissent le situer dans cet écosystème de startup studio, VC, fonds d'investissement, et qu'ils en comprennent l'organisation commerciale. Comment on fait du revenu quand on est ce type de structure. Ouais, puis je te ferai le reverse storytelling en me disant tout ça, on l'a prévu dès le début. Mais toi, tu sais que c'est pas vrai. on a appris en marchant. Ok. Bah écoute, est-ce que le programme te va ? Ah, c'est parfait. J'espère surtout que ça va intéresser tes auditeurs. Non, mais ils sont pas prêts. Moi, je me rappelle à l'époque quand je vous ai rencontrés, ma tête elle a explosé, tu vois. Je me suis dit ils sont dans le futur. Enfin, je pense que des organisations comme ça, je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres à Paris. Donc. Il y a les founders, ils sont très très forts quand même. Hein. Nous, ça reste nos maîtres. Ils ont ce qu'on a fait, ils l'ont fait 8 ans avant nous et ils l'ont fait super bien. Donc on est très admiratifs de ces gens-là. Et il y en a très peu. Il y en a pas beaucoup. Dans tous les cas. Donc écoute, si le programme te va, je te laisse te présenter. Qui très es-tu et que fais-tu aujourd'hui ? Alors, moi, je m'appelle Jean-Philippe Lorinquer. J'ai 47 ans dans quelques jours. Donc, je suis un vieux. En tout cas, un vieux dans la Startup Nation. Je suis donc Chief Revenue Officer chez OSS Venture. Donc, je vous expliquerai à la fois ma mission et OSS Venture dans le cadre du podcast. Je suis papa de 2 petites filles qui sont de moins en moins petites, qui sont de plus en plus grandes. Et je m'éclate dans la vie à passer mes journées dans les usines et dans les ateliers des usines. Et c'est un monde merveilleux que j'ai découvert un peu sur le tard, mais je suis déçu de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment t'es arrivé à OSS ? Tu veux qu'on démarre il y a 20 ans ou tu veux qu'on démarre il y a 3 ans ? Il y a 20 ans. Je veux que tu nous racontes tout ça, tu vois. Comment on fait pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui ? Je suis sorti d'une école de commerce il y a à peu près 20 ans. École de commerce où en réalité, on m'a appris à faire de la comptabilité. Mon destin, c'était d'être commissaire aux comptes. Alors, tu vois, ça nous... c'est comme quoi ça mène à tout. Je suis sorti donc en 98. J'avais fait un master, ça s'appelait un DESS à l'époque, donc marqueur d'âge, tout ça. Ouais, tu dis ça. Je pense que quand j'étais à la fac, on était encore sur du DESS. DESS, ouais. Donc master en finance. Je rentre dans une boîte qui depuis a disparu, qui s'appelait Arthur Andersen, qui était à l'époque un Big Five, un des Big Five, qui sont devenus Big Four, puisque Arthur Andersen a disparu en quelques mois après l'affaire Enron. Donc j'ai vécu de l'intérieur la disparition d'une boîte qui était centenaire, qui faisait plus de 10 milliards de chiffre d'affaires suite à un scandale financier aux États-Unis. Et donc j'ai vu la boîte exploser en 6 mois en étant dedans. Donc ça, c'était assez étonnant à vivre.
Donc à l'époque, j'ai fait 4 ans dans le commissariat aux comptes, en me rendant bien compte qu'il y avait un problème. Non pas sur la fonction de commissaire aux comptes, qui vaut ce qu'elle vaut, il en faut, comme on dit. Mais clairement, il y avait une inadéquation entre moi, ma personnalité et ce que je faisais au quotidien. Et j'étais pas heureux, quoi. Clairement, j'étais pas heureux. Ça, tu vois, vérifier des livres comptables toute la journée. C'est pas là-dedans que je m'éclatais le plus, quoi. Je me rappelle, tu m'avais raconté que tu avais commencé comme ça. Même moi, j'ai pas compris, tu vois. Je t'imagine pas du tout bosser dans ton coin tout seul. Ouais. Alors, tu bosses pas tout seul, tu es en équipe. Enfin, c'est une super école de formation. J'ai appris des choses qui me servent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un amour des chiffres qui me vient en partie de cette période. Ce qui casse les pieds de mes équipes commerciales parce que je connais leurs chiffres souvent mieux qu'eux. Et quand on me donne un chiffre, il est gravé dans ma mémoire et 6 mois après, je suis capable de le ressortir. Donc, si tu essayes de m'entourlouper sur les chiffres, c'est compliqué. Donc, je suis assez détestable pour ça. Mais ça me sert beaucoup. Ça m'a apporté aussi mon métier sales, une approche business, ce qu'on appelle le business acumen en français, qui est très utile, notamment quand on fait de la vente consultative, c'est-à-dire vraiment être capable de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de l'activité d'un prospect ou d'un futur client. Et donc ça a été une école extraordinaire. J'y ai appris énormément, mais il fallait pas que j'y reste. Ma personnalité était pas adaptée à ça. J'ai un besoin de créativité. Et quand tu commences à être créatif dans les comptabilités, souvent ça se termine en prison. Ouais, donc il faut pas faire ça. Du coup, ça, j'ai passé 4 ans. J'en suis sorti donc après l'explosion d'Arthur Andersen. Je suis parti 6 mois en Australie parce que déjà j'étais une énorme quiche en anglais et donc je savais que pour ma carrière, je voulais pas avoir des postes qui étaient barrés parce que je parlais pas anglais. T'es parti bosser dans un bar ? Alors, je suis pas parti bosser dans un bar parce que tu peux pas facilement bosser dans un bar en Australie. Enfin, à l'époque, si tu bosses dans un bar, c'est en tant que serveur. Tu peux pas être barman parce que là, il te faut des licences, etc. C'est extrêmement réglementé, le poste de barman en Australie. C'est-à-dire que si tu vois que quelqu'un commence à être un peu sous, t'as plus le droit de le servir, sinon tu peux finir en tôle. Enfin, c'est le truc, c'est pas un job étudiant. Et donc non, j'ai passé 6 mois à prendre des cours à l'université de Sydney et surtout, j'aurais pu aller en Angleterre, c'était plus près. Surtout, il y avait la Coupe du Monde de rugby qui se passait à l'époque là-bas, et donc j'ai suivi l'équipe de France de ville en ville pour la Coupe du Monde de rugby 2003. Donc tu vois, ça ne rajeunit pas non plus. Je suis revenu ensuite en France et j'avais déjà l'envie de me rapprocher un peu du front office, de la vente et du business. Et je me suis dit, comment je pourrais faire ça ? J'ai une compétence en finance, comment je pourrais l'utiliser pour me rapprocher de ça. Et donc, je me suis retrouvé dans un métier dans lequel je vais rester une bonne dizaine d'années, qui est le financement d'actifs informatiques. Bon, c'est la façon jolie de dire de la location de PC et de serveurs. Wow. Ouais, t'as vu, c'est beaucoup plus chic, dire financement d'actifs informatiques. J'ai commencé dans une filiale de Société Générale. Et puis ensuite, j'ai fini chez Hewlett-Packard. Et là, c'est intéressant parce que dans cette filiale de Société Générale, j'avais un rôle d'expert avant-vente sur toutes les problématiques de montage financier, etc. Donc, tu vois, j'étais pas encore complètement front, j'étais pas encore complètement sales. J'étais, on va dire avant-vente. Mais avant-vente plus, puisque en gros, je me retrouvais sur tous les deals très complexes. Et là, j'ai été confronté à une certaine forme de culture commerciale. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une boîte qui avait été créée avec des systèmes d'agence. Et là, c'est vraiment la culture commerciale. Je vais pas dire Jean-Claude Convenant de Pause Café parce que ça serait un peu méchant et pas complètement vrai. Mais avec une agressivité commerciale avec laquelle, à certains moments, j'étais un peu mal à l'aise parce que tout était bon pour vendre. Et y compris pas complètement dire la vérité. Je te donne un exemple qui m'avait heurté à l'époque. Imagine, t'as l'université où t'accueilles les nouveaux commerciaux, etc. Et puis là, t'as un des vieux commerciaux qui vient expliquer aux petits jeunes comment il faut faire pour vendre. Et le gars te dit, maintenant les gars, je vais vous apprendre la botte secrète. C'est la stratégie du pouce. Qu'est-ce que c'est la stratégie du pouce ? Écoute, la stratégie du pouce, c'est très, très simple. Ton prospect, là, que tu travailles depuis un moment,
tu l'invites au restaurant en lui disant tiens allez on va signer le contrat mais je t'invite au restaurant et on fait ça autour d'un bon déjeuner. Là tu le fais picoler. Vraiment faut qu'il picole hein. Et, ok d'accord. Et après au moment de signer le contrat, avec ton index tu lui montres l'endroit où il faut signer et avec ton pouce tu caches le montant du contrat. T'es sérieux? Non. Et là tu te dis bon il y a peut-être un problème de culture quoi. Clairement, il y a un problème de culture. Et je suis parti de cette boîte parce que j'étais pas du tout aligné avec les valeurs. Ça allait pas, quoi. Franchement, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Moi, j'ai pas de problème à avoir des négociations tough et à rentrer mais à arnaquer les clients, j'étais pas à l'aise. Et quand t'es dans le monde du financement, t'as plein d'astuces autour de mathématiques financières. Même quand t'es directeur financier, bah tu peux passer à côté quoi parce que c'est des calculs quand t'as pas l'habitude de les faire tous les jours bah tu te fais avoir calculs complexes d'intérêts cumulés etc. Curieuse de savoir quelles étaient les relations qu'ils entretenaient sur le long terme avec ces clients-là signés au forcing. Il y avait deux types de relations. T'avais le client qui se rendait pas compte que il avait payé en 3 ans il avait payé 2 fois son parc parce que les gens lui disaient, bah tiens, mais faut que tu renouvelles tes PC, on va changer le contrat, on va l'annuler, le remplacer par un nouveau et tout. Puis là, t'as des intérêts cumulatifs qui s'accumulent. Et puis les gars qui ramassent de la marge. Donc, au bout de 3 ans, ils payaient potentiellement 2 fois, 3 fois leur parc. Donc, celui qui s'en rend pas compte, ça va. Puis t'as celui qui s'en rend compte. Et là, évidemment, gros clash. J'ai assisté à des conversations du type, mais attends, le contrat, tu l'as signé? Est-ce que tu veux qu'on aille voir ton président pour lui dire que tu as signé ce contrat qui montre que tu es foncièrement incompétent? Voilà. Donc, pas à l'aise. Pas à l'aise. Tu vois, moi, je venais du commissariat aux comptes. Oui, donc il y a une notion d'éthique, de légalité. Exactement. Et je me retrouve là-dedans, donc vraiment pas à l'aise. Et là, donc, je quitte cette boîte assez rapidement. Et je me retrouve chez Hewlett-Packard à faire toujours du financement, mais là soit de très grands parcs informatiques, soit de data centers, donc déjà sur des problématiques beaucoup plus complexes, sur des contrats d'infogérance dans lesquels il faut financer l'ensemble d'un parc informatique. Donc on parle de contrats qui font plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de millions d'euros. Là, c'est une banque. D'un côté, t'avais des agents commerciaux, de l'autre côté, t'as une banque. Évidemment, là, on joue pas à ce genre de choses, parce qu'en plus, comme c'est une filiale d'un groupe américain qui utilise ce bras financier pour promouvoir sa propre vente, si tu commences à clasher au niveau du financement avec un client et que ça remet en cause les ventes de hardware ou de software, là, t'es pas bien. Donc là, je me retrouve écosystème beaucoup plus intéressant, avec des complexités de deal bien plus élevées. Donc techniquement, je m'éclate. Une culture commerciale beaucoup moins agressive, avec ses pros et ses cons. On parle d'éthique, déjà beaucoup plus intéressant. Mais de l'autre côté, je me retrouve aussi dans une filiale bancaire où là, tu as des processus super réglementés. Tu dois demander 8 fois l'autorisation à Dublin avant d'aller faire pipi. D'un côté, j'avais une grande autonomie. Là, je me retrouve dans un carcan. Alors, tu sais ce qu'on dit, hein, la créativité vient de la contrainte. Donc, au début, t'apprends à tester les bornes, à tester les limites. Et puis, tu voles une fois. Et puis, petit à petit, tu te réorganises. Et puis, t'arrives à jouer. Une fois que tu connais les limites de chacun, t'arrives à rentrer à structurer tes deals pour que ça rentre dans les limites de chacun. Donc c'est une autre forme, hein. Et là, franchement, je m'éclate. En plus, je rencontre mon chef qui deviendra mon mentor, un homme assez exceptionnel. Il s'appelle Ray McGann, qui depuis est devenu patron de Hewlett-Packard en Irlande. Tom, il m'apprend beaucoup de choses. Il m'apprend sur la vente. Le gars était un ancien instituteur. Donc tu te dis comment il est arrivé là, quoi. C'est un peu comme moi qui était ancien commissaire aux comptes. Et c'est un meneur d'hommes. Et là, il m'apprend les bases du management, comment tu arrives à emmener des équipes avec des gens qui sont plus forts que toi. Il m'avait marqué, je me souviens encore, tu vois, le premier jour où on se rencontre, entretien d'embauche, le mec me dit, écoute, moi, mon rôle, c'est de recruter des gens plus forts que moi et de les aider à surperformer.
Et là, tu dis, ouais, gros travail d'humilité sur soi. Ouais, parce que c'est intéressant. Souvent, il y a des managers qui recrutent et qui préfèrent recruter des gens moins bons. Exactement. Et là, lui, il se dit, bah moi, je vais construire ma croissance et ma carrière en m'appuyant sur des équipes qui vont me pousser vers le haut, plutôt que de passer ma vie à essayer d'être attiré par ceux qui sont au-dessus de moi. Et donc, du coup, il s'est créé des équipes avec des top talents dedans qui étaient prêts à se couper les veines pour lui, quoi. Donc hyper intéressant. Donc lui m'apprend les bases du management, comment tu peux être exigeant tout en étant bienveillant. Enfin vraiment des choses très très intéressantes. Puis moi je commence à apprendre mon métier de sales parce que là pour le coup je me retrouve en front et ça se passe plutôt bien. J'ai la chance de bien performer, de me faire quelques voyages dans les Caraïbes ou à Hawaï parce que tu sais, voilà, ouais, c'est ça, tu te rentres dans le top 5 et hop, t'emmènes avec toi et ton épouse à l'autre bout du monde. Alors, c'est très américain, ça, non? C'est très américain. Et c'est marrant, j'en parlais sur un Slack il y a pas longtemps, un Slack de sales. Là où c'est très efficace, le President's Club, ou peu importe comment ça s'appelle, c'est que ton plus 1, il y prend goût. Et au final, non seulement tu te prends la pression de ton directeur commercial, mais tu te prends aussi la pression de ton conjoint pour performer parce qu'il a envie de retourner. Il a envie de retourner à Hawaï, dans les Bahamas. Et surtout que moi, j'avais la chance de faire 2 années de suite, donc vraiment, il y avait pris goût. Ouais. Et donc voilà, je passe 10 ans au final dans le financement d'actifs. Je finis responsable de la France sur cette activité. Et 10 ans... je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me dis voilà, il va être temps de changer, sinon je sais que je vais passer ma vie là-dedans. Et bon, c'est quoi le problème? Le secteur est un peu étroit, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait les deals complexes, je les avais faits. Donc après, soit je changeais de support, c'est-à-dire que j'allais financer des avions, des je sais pas quoi, mais chaque secteur reste quand même assez cloisonné et assez étroit. Et moi, j'aspirais à faire autre chose. Voilà, j'avais envie d'autre chose. Et donc, j'ai été bon en finance. J'avais des bonnes connaissances en management. J'étais pas mauvais en sales. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être le moment d'aller prendre une business unit parce que voilà, j'ai les piliers qui me permettent d'aspirer à ça. Et là, j'ai un patron de chez HP qui décide de me faire confiance et qui me donne la filiale formation de Hewlett-Packard. Alors c'était une petite quinzaine de personnes avec il y avait quelques sales qui étaient à Barcelone. Ils avaient complètement décentralisé la partie SDR, ils l'avaient mis dans un grand hub à Barcelone. T'imagines essentiellement pour des raisons salariales, hein. C'est pas que pour le salaire, pas que pour le soleil. Et là, je passe 3 ans super intéressants où clairement j'apprends le métier de chef d'entreprise. Parce que là, t'as beau être dans un grand groupe, t'as BU, t'es tout seul, quoi. Donc, quand tu dis que t'es tout seul, t'as une équipe marketing, t'as des sales. J'ai des gens en dessous de moi, j'ai des gens à l'Europe, mais en réalité, c'est ton PNL. C'est ton PNL, quoi. Ouais. Donc t'as à la fois le chiffre d'affaires, mais t'as aussi les coûts. Et il faut piloter les deux pour sortir à la fois une croissance de chiffre d'affaires et une croissance du PNL. Et en plus, je récupère la start-up avec le précédent patron qui lui avait pas trop de connaissances comptables et la notion de provisionnement des coûts, ça lui parlait pas. Du coup, quand il vendait un cours, il prenait 100% de la marge et il oubliait de se dire qu'à un moment donné, il allait falloir payer des instructeurs. Et du coup, moi j'arrive, on me présente un résultat, je dis bah non, résultat positif qu'on vous présente, en réalité, on est en perte, quoi. Donc, tu vois, j'ai fait la base de tout manager qui prend un business. D'abord, tu fais l'audit de la situation et tu sors tous les cadavres du placard. Bon, il y avait pas mal de cadavres, c'était un charnier même.
Et donc, on démarre, première année, grosse perte. Donc, super, tu te dis quick win, tout ça. J'y suis resté 3 ans, j'étais avec une équipe top, des gens hyper impliqués, qui adoraient ce qu'ils faisaient. Et 3 ans après, on avait multiplié par 3 le chiffre d'affaires. On avait lancé de nouvelles activités qui n'existaient pas en Europe. C'était parmi un des premiers instituts de formation à faire des formations sur le DevOps, avec la marque Hewlett-Packard en plus, qui a crédibilisé quand même bien l'affaire, parce que on aurait fait ça tout seul. Je pense que ça serait un peu moins bien passé. Donc super expérience. Et puis là, il y a quand même un truc qui me travaille depuis quelques années. C'est l'entrepreneuriat. Alors, les startups, je lisais Madines, je me disais, waouh, j'étais comme beaucoup de top managers dans les grands groupes, un peu parfois en bore-out, toujours à regarder si l'herbe est... J'avais fait un peu d'investissement chez des potes et tout, mais j'étais rentré dans le programme d'accompagnement des startups de Hewlett-Packard, donc on se retrouvait à accompagner cet écosystème, passionné par ces aventures. Et là, il m'arrive un truc, c'est que j'ai 40 ans. Et là, à 40 ans, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'achète une voiture de sport et je prends une maîtresse, ou ou est-ce que je brûle les bateaux et je me lance dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai pris la deuxième option. Et donc là, j'ai quitté Hewlett-Packard pour rentrer dans une boîte brésilienne qui s'appelle Gympass. Tu les rencontres comment? Alors je les rencontre parce que je cherche, tout simplement. À ce moment-là, je me dis, écoute, je vais chercher un poste de country manager. Donc j'ai cherché les boîtes qui ont levé un peu d'argent. Donc je veux éviter le côté boîte qui est en seed ou en pré-seed, qui a pas d'argent, qui peut pas payer, qui a pas de product market fit. Donc moi je cherchais des gens qui avaient un peu démontré le modèle et qui voulaient lancer la France. Et donc je me retrouve à rencontrer un extraterrestre qui est César Carvalho. Donc César Carvalho, c'est un des 3 cofondateurs de Gympass. Donc c'est une boîte brésilienne. Garçon est passé par McKinsey, et grâce à McKinsey, il se fait payer son MBA à Harvard. Et à Harvard, il a l'idée de Gympass, et là, il décide de tout plaquer. Donc le gars, il est en MBA à Harvard, et il dit non, moi j'arrête. Drop out, exactement. Et il monte Gympass, aventure de dingue. Moi, je l'ai rejoint 3 ans après, donc quand ils veulent relancer la France, parce que la France avait déjà été lancée une première fois, ça n'avait pas pris, donc ils veulent relancer la France, donc c'est à ce moment-là que j'arrive, et je tombe amoureux du gars. Moi, de toute façon, c'est souvent... une question de rencontre. C'est une question de rencontre. Hein. Et je le trouve absolument brillant, et donc je pars dans cette aventure avec une équipe... Alors j'arrive, tu sais, encore une fois, hein, t'arrives dans une organisation, faut que tu te donnes les moyens d'y arriver. Hein, donc le début, ça n'a pas été exceptionnel. À la fin de la première semaine, je vire la moitié de l'équipe commerciale parce que c'était pas les bonnes personnes, parce que c'était et donc c'était bien ni pour elles ni pour moi, parce qu'elles allaient continuer à être en situation d'échec. Et du coup, elles allaient m'entraîner moi. Donc ça, c'est un truc que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Hein. C'est le meilleur moment où tu dois sortir quelqu'un, c'est la première fois où tu y penses. Alors plein de fois que je l'ai pas respecté, mais à chaque fois quand je fais le post-mortem, je l'ai regretté. Ouais. Et donc je passe donc le premier vendredi, ce qui reste encore aujourd'hui à mes yeux ma pire journée de manager, puisque je dois sortir 3 personnes. Et donc tu fais ça à la chaîne. J'ai pas bien dormi avant, j'ai pas bien dormi après. Même si j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire, c'était assez désagréable. J'ai essayé d'accompagner les gens ensuite, mais tu veux, quand tu viens de te faire sortir par quelqu'un, t'as pas envie de prendre la main qui était tendue à ce moment-là. Donc, et c'est compréhensible. Encore une fois, on n'est pas là pour être aimé. Hein. Période dure, mais on construit une équipe avec des gens engagés, volontaires. Passionnés par ce qu'ils font, et la boîte monte bien. On arrive à la faire grandir autour de 100 cas de MRR en un an. Ouais, d'accord. En un peu plus d'un an. Avec une équipe de combien de commerciaux? 7-8 personnes, pas plus. Ouais. Et dont pas mal de... En réalité, t'avais la moitié de SDR et la moitié d'AE.
D'accord, parce que Gympass, c'était un SaaS de réservation de... Ouais, c'est comme, tu vois Gymlib? Oui. Oh, voilà. Ouais. Donc Gymlib a copié le modèle de Gympass. Ça me fait plaisir de le rappeler. Au final, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, l'arrivée de Bolsonaro. Ça peut paraître étrange, mais il se trouve que quand Bolsonaro est arrivé, le Real brésilien s'est effondré. Or, le business plan de Gympass était en dollars. Donc, chasse au coût. Deuxièmement, le marché du sport en entreprise en France est en grande partie bloqué par le monopole qui est donné aux anciens comités d'entreprise, alors maintenant c'est CSE je crois, qui font que t'es parasité dans tes négociations avec les RH par les CSE. Et puis t'as aussi le fait qu'en France, les gens ont déjà pas mal d'avantages, notamment dans les grands groupes, contrairement à là où Gympass s'épanouit le plus, comme ce qu'est l'Amérique latine, ce qu'est les États-Unis ou l'Espagne, où ça marche très très bien. La croissance est moins forte qu'attendue. On a besoin de baisser les coûts. Et donc là, j'ai le patron de l'Europe qui me voit, il me dit écoute, on va fermer le front de la France. Donc on va couper tous les commerciaux. On va garder que les gens pour exploiter les contrats déjà signés. Puisque c'est la beauté du SaaS, hein, c'est qu'une fois que tu coupes tous les commerciaux, ça roule tout le reste c'est de la marge. Hein, donc coup dur quand même, parce que alors mon cas personnel, j'étais pas particulièrement inquiet, je savais que j'allais retrouver. Mais en revanche, moi j'étais dévasté pour mes équipes, quoi, parce que les gens s'étaient donnés, c'était vraiment investi. Et du coup, plan de licenciement, je vire tout le monde. Alors évidemment, là pour le coup, les gens comprennent que c'est pas juste le fait du prince. Et du coup, j'arrive à en aider certains avec mon réseau à trouver du taf rapidement. Donc personne sur le carreau. Donc ça, je suis très content. Et donc moi, je me retrouve, chômeur, 42 ans, et je me dis qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que c'est peut-être, la volonté d'aller dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est peut-être pas le moment d'y aller, quoi. Et du coup, je rencontre une personne un peu par hasard qui se trouve être Renan de Villiers, c'est-à-dire le patron de d'OSS Venture. Et il me dit écoute, on cherche des profils comme toi là pour devenir cofondateur de boîte. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, au début tu le rencontres et vous parlez de ça. Exactement. Et en fait, il se trouve que j'ai été un des cofondateurs de la boîte qui deviendra après Fabrique. Ah, j'en apprends dans le là, podcast. T'en apprends tous les jours. Ouais. Avec, donc à l'époque, il y avait Octave Laperoni et Galem qui, tu vois, on retrouve les mêmes, on retrouve les mêmes people, là. Ouais. C'est une mafia. Et là, on se retrouve à écumer les usines françaises pour essayer de trouver une idée. Le studio était pas encore organisé comme il l'est aujourd'hui, hein, et donc on se retrouve à appeler des usines pour leur dire laissez-nous visiter vos locaux, on veut chercher des idées, et donc on se retrouve à lancer Fabrique. Moi je passe 3-4 mois, mais après le problème de l'entrepreneuriat, notamment quand tu veux entreprendre dans les usines, c'est que non seulement t'es 24/7, c'est pas le problème, mais en plus je me tapais les déplacements à Nogent-le-Rotrou, à Châtellerault, à Châteauroux, etc. Et j'ai une femme formidable qui a un métier qui, à l'époque, l'emmenait à faire beaucoup de voyages à l'étranger. Et si tu veux, j'avais 2 petites filles qui étaient plus petites à l'époque, et il fallait assurer au moins les amener à l'école, les récupérer, etc. Entre moi qui étais chômeur, wannabe entrepreneur, et elle qui avait une carrière exceptionnelle dans l'administration, s'il y en a un qui devait faire des sacrifices, c'était pas elle, quoi. Du coup, à grand regret, j'ai arrêté l'expérience, mais en sachant que Fabrique allait être un carton. Et il se trouve que Fabrique est un carton. J'ai été largement mieux remplacé par François Deschlette qui a rejoint Octave sur l'aventure. Et voilà. Et donc la boîte est un carton. Mais du coup, c'est vrai, j'ai quand même commencé à apprendre à travailler avec les gens d'OSS Venture. Ouais. C'était la 3e start-up d'OSS à l'époque. Donc, tu vois. Peut-être avant de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que fait OSS? Et après, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de 2-3 définitions pour que les gens resituent un petit peu dans l'écosystème. Alors, OSS, c'est un startup studio. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un startup studio? Ah, exactement. Alors, un startup studio, je vais le présenter par la négative dans un premier temps, c'est ni un incubateur, ni un accélérateur.
Donc notre métier, c'est pas de recevoir des gens qui ont déjà un projet en leur disant écoute, va au bout du couloir là-bas, tu verras une armoire, dedans il y a un vieux PowerPoint qui a été imprimé il y a 3 ans, tu vas le lire et ça va changer ta vie. Et grâce à ça, tu vas réussir ta boîte. Un startup studio, c'est des gens qui, en tout cas pour nous, on passe notre vie dans les usines à essayer de trouver quels sont les problèmes des opérateurs et des managers de première ligne dans les ateliers. Une fois qu'on a trouvé un problème, on va chercher à recruter ce qu'on appelle les cofondateurs. Donc les cofondateurs sont des gens qui souvent viennent du monde de la tech ou du conseil, mais pas que. Et parfois on a pris des gens qui étaient multi-entrepreneurs. Je pense par exemple à Thibaut Godillot qui avait créé la marque Le Pantalon. Vous pouvez trouver sur internet. Ils font des super produits d'ailleurs. On peut vous avoir un code de réduction. Où là, tu vois, on est Alexandre Kipp qui avait monté une marketplace de fromage. Donc clairement, on est loin de l'industrie, on est loin de non pas loin de la tech, mais c'est pas les marketplaces, c'est pas ce qu'il y a de plus tech non plus. Ils veulent entreprendre ou réentreprendre. Et soit ils ont pas d'idée, soit ils savent que le faire tout seul est très compliqué. Et à ce moment-là, on va leur donner quoi ? On va leur donner un problème à résoudre. Donc un problème qu'on a déjà creusé, parce qu'on sait que c'est un problème qui est partagé par 15, 20, 30% des usines. Donc il y a une profondeur de marché. On va leur donner une méthodologie qu'on a déjà itérée une vingtaine de fois, qui va leur dire exactement par où tu commences, où tu finis, quels sont tes objectifs à chaque étape, etc., etc. Et surtout, on va leur donner une équipe personnes qui ont déjà lancé entre 3 et 8 boîtes sur un sujet particulier. Donc ça va être du code, ça va être de l'UX design, ça va être du produit, ça va être du growth. Et ces gens-là vont les accompagner pendant une petite année. Et quand ils sortent de chez nous, les founders, ils ont une entreprise, ils ont souvent trouvé leurs premiers employés, ils ont trouvé également leurs premiers clients. Leur produit, il fonctionne et il est live dans des usines. Et nous, ça nous a coûté en gros 1,5 million d'euros et on prend 25% de la boîte. Donc on a un business model de fonds d'investissement puisqu'on se rémunère sur du temps long, en espérant que les 25% de la boîte valent beaucoup plus que 500 000 balles dans quelques années. Donc, mais c'est 500 000 balles de salaire de personnes ultra qualifiées sur cette partie construction 0 à 1, là où la plupart des fonds, ils te filent 500 000 balles en te disant surtout achète pas trop de baby-foot parce que ou de nouveaux locaux parce qu'il y a d'autres choses à faire. Alors, on en vient à la différence entre un startup studio et un fonds d'investissement. Yes. Donc, de ce que je comprends, et puis de ce que je sais, c'est aussi la différence entre un accompagnement opérationnel et juste une enveloppe financière. Mais est-ce que tu vois également d'autres choses ? Alors oui, il se trouve qu'on a 3 actifs répétables aujourd'hui dans le studio. Le premier, c'est la méthodo, sur lequel on itère à chaque nouvelle startup, donc on améliore à chaque fois, donc on progresse à chaque fois, on prend des shortcuts, on va de plus en plus vite. Quand je vois les startups qu'on sortait il y a 3 ans et celles qu'on sort aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, il y a la tech. Il y a à peu près 60% des lignes de code qui sont réutilisées. Tout ce qui va être back-end, typiquement ton single sign-on, ta RGPD, ta cyber, tout ça, t'as pas besoin de le recoder à chaque fois parce que c'est codé une bonne fois pour toutes. C'est même amélioré à chaque fois. Je pense par exemple sur la partie cyber et RGPD, on a monté une boîte qui traite de la donnée médicale et qui a vendu à l'Union européenne. Donc, autant dire qu'on a été charcuté sur la partie cyber et sur la partie RGPD. Du coup, on est monté en puissance là-dessus. Cette montée en puissance, l'ensemble des startups en bénéficient. Et donc, quand tu te retrouves à un moment donné avec un industriel qui te dit « Ah oui, mais la cyber, c'est important, vous comprenez. Est-ce que vous êtes bon en cyber ?» on n'est pas bon, on est excellent parce que on a travaillé sur ces aspects-là avec d'autres clients et d'autres startups. Et chose que ne peut pas faire une startup qui démarre from scratch. Parce que ton objectif au début, c'est de monter ton front et ton back, tu le fais quand tu peux, quoi. Donc ça, c'est le deuxième actif répétable. Le troisième, c'est la partie justement revenu, puisque une des forces et une des faiblesses de l'industrie, c'est les cycles de vente sont très longs. Donc ça, c'est une faiblesse. C'est compliqué de vendre des industriels, surtout qu'ils ont l'habitude d'acheter du hardware, ils ont assez peu l'habitude d'acheter du software. Ils savent calculer un ROI sur du hardware, c'est plus compliqué sur du soft. Donc ça, c'est la faiblesse. Le point fort, en revanche, c'est que une fois qu'ils te font confiance, tu sors pas.
les taux de churn sont 3, 4 fois, 5 fois inférieurs à ce que tu peux trouver dans du SaaS habituellement. Donc quand tu es une solution qui a été adoptée et pour laquelle ils te font confiance, si tu fais pas de bêtises et si tu délivres bien le service pour lequel t'es payé, tu bouges pas. Et toutes les études sur le SaaS le démontrent. Hein, il est plus important d'avoir un churn faible qu'une croissance forte. Idéalement, faut les deux. Hein, mais si tu dois choisir entre les deux, tu choisis un churn très très faible parce que c'est ce qui te coûte le moins cher, c'est ce qui te permet de capitaliser. Donc on a ce réseau de preferred partners qui sont des industriels qui ont ce mindset, cet état d'esprit d'early adopter et avec qui on a déjà travaillé et donc qui sont prêts à nous faire confiance. Quand je les appelle et que je leur dis écoute, on est en train de lancer telle boîte sur tel sujet, ça serait bien que tu les prennes 1 heure en interview, ils prennent le téléphone. Et du coup, les cofondateurs, quand ils arrivent chez nous, ils ont plein d'entretiens dans les premières semaines avec des grands groupes. On a des gens comme Seb, comme Michelin, comme Bell, qui nous font confiance parce que par le passé, on leur a démontré beaucoup de choses et ils savent que quand on prend un sujet, il y a une chance qu'on l'amène au bout. Et eux, ça les intéresse parce que ce sujet, en général, c'est un problème pour eux. Ils n'ont rien trouvé de satisfaisant sur le marché, et donc s'il y a quelqu'un qui arrive à craquer le problème pour eux, ils sont contents. Et si ça leur coûte que quelques entretiens à droite à gauche, l'investissement est assez faible, puisqu'encore une fois, le risque financier, c'est nous qui le prenons, c'est pas du tout l'industriel. Donc voilà, ça c'est les 3 actifs répétables sur lesquels on s'appuie et qui permet d'aller très très vite. Là, on comprend bien la différence entre un startup studio et un fonds d'investissement. Mais comment vous financez ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de startup studios. Enfin, moi, j'ai l'impression que sur LinkedIn, j'en vois tous les jours des startup studios qui se fondent. Alors, le mode de financement d'un startup studio, donc c'est un fonds d'investissement qui va se financer soit auprès de fonds, donc parce que ça existe, des gens qui récupèrent de l'argent pour mettre dans des fonds qui vont ensuite mettre dans des startups ou autres investissements, soit des business angels. Donc on a pas mal de business angels industriels qui ont accepté il y a 4 ans maintenant d'investir à un moment où ils ont vu un petit jeune revenant de San Francisco avec plein d'idées, leur dire donnez-moi votre argent, vous allez voir, ça va bien se passer. Des family office aussi, alors souvent de groupes industriels, mais pas que. Donc on se finance en levant des capitaux. Et puis ensuite, on espère que ces capitaux nous suffiront à lancer suffisamment de startups. Et puis, quand on n'aura plus de cash, on relèvera des capitaux, mais en ayant démontré les startups qu'on a sorties fonctionnent bien, quoi. Et donc, on aura une crédibilité supérieure. Alors, du coup, c'est quoi les métriques et les chiffres qu'on suit quand on a un startup studio ? Écoute, on va déjà voir le nombre de startups qu'on sort à l'année. Parce qu'il faut quand même rentabiliser. Et on va regarder évidemment le chiffre d'affaires généré par ces startups. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien direct entre, aujourd'hui en tout cas en early stage, il y a un lien direct entre l'ARR, donc l'annual recurring revenue, le chiffre d'affaires annuel, récurrent, et la valorisation de la startup. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus la valorisation est élevée, et plus la valorisation est élevée, plus la valorisation de notre participation est élevée. Donc notre obsession, c'est de faire croître le chiffre d'affaires de nos startups. Ça, on va y revenir dans la deuxième partie sur la vente, comment ça se passe au sein d'un fonds. Est-ce que tu peux nous partager les chiffres et les métriques dans le secteur du VC ou des entreprises qui ont ce type de business model ? Alors, c'est sur un portefeuille de start-up en général, combien vont réussir, combien vont péricliter, quel est le taux de rendement, comment ça s'appelle déjà, et quel est le taux de rendement attendu ? Alors, le taux de rendement attendu, je vais pas pouvoir t'en parler, parce que pour l'instant, on n'a encore jamais fait de sortie, d'exit, etc. Donc, mais je vais répondre à certains de tes points. Donc, aujourd'hui, on a 15 startups en portefeuille, on en avait lancé 18. Donc, on a un taux de réussite de 5 sur 6. Ok. Par rapport à l'écosystème, c'est largement supérieur. Le taux de survie d'une startup à 3 ans est inférieur à 10% en général. Donc on est plutôt pas mal. Donc là-dessus on s'en sort bien. Là aujourd'hui, le portefeuille est présent dans un peu plus de 1000 usines. Il y en a un peu plus de 30 000 utilisateurs mensuels. Il y a de l'usage, ça c'est hyper important. On a des taux de churn qui sont autour de 1-2%, donc dans du SaaS B2B, c'est quand même très très faible, largement inférieur à ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs, les martech par exemple ou les fintech.
Niveau de rendement, on a monté des fonds d'investissement qui nous permettent de faire les follow. Aujourd'hui, ce à quoi on s'attend, c'est au bout de à 7 ans, c'est de faire x3, x4 en termes de valo sur la partie de fonds de follow-up. Mais sur le studio, à mon avis, on sera plutôt sur x20, x30. Mais parce que le risque est pas le même non plus. L'avantage en fait d'un startup studio, que tu sois investisseur ou que tu sois cofondateur, c'est notre métier, c'est de dérisquer les projets. Pourquoi on dérisque les projets? Parce que on a fait plein de conneries avant, et donc on sait quelles sont les bêtises à pu faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que alors tu sais, l'adage dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Mais là, comme on est le 3e cofondateur de la boîte, on a un pouvoir d'influence qui est très très fort, notamment au début, puisque la plupart des cofondateurs qui nous rejoignent, souvent ils sont primo founders, et donc ils nous écoutent. On aime bien prendre cette image du tandem. Au début, on est tous les deux sur le vélo et on pédale tous les deux, mais c'est nous qui tenons le guidon. Et vers la fin, on passe le volant au cofondateur et on pédale derrière. Donc tout le monde pédale tout le temps, mais au début, on tient le guidon parce qu'on a une grosse expérience sur les débuts. Et puis après, on passe le guidon à des gens qui sont très très forts, qu'on recrute parce qu'ils sont très très forts, dont on sait qu'ils vont amener le projet sur la Lune. Dans le passé, vous mettiez combien de temps à sortir une start-up, et aujourd'hui, vous êtes passé à combien de temps? Étonnamment, aujourd'hui, on met plus de temps à sortir les startups qu'avant. Oui. Mais pourquoi? Parce que déjà, dans les premiers temps, on avait une équipe produit, une équipe tech, pas d'équipe growth, pas d'équipe revenu. Donc, une fois qu'on avait fait la tech, on les laissait se débrouiller. Alors qu'aujourd'hui, on rajoute un support sur la partie tech. On a rajouté un support sur la partie RH qui permet aussi d'aller chercher tes premiers employés. On a rajouté aussi un support sur la partie VC qui te permet de t'aider sur tes premières levées de fonds. Donc, on accompagne les startups beaucoup plus longtemps. En revanche, quand elles sortent de chez nous, c'est-à-dire entre 9 et 15 mois, on s'attend à ce qu'elles soient à 50K de MRR, ce qui est très rapide. En tout cas, dans le monde industriel. Il y a des SaaS, dans le 2C, exactement, qui peuvent y arriver très rapidement, etc. Mais ils ont pas les mêmes taux de churn, c'est pas les mêmes investissements. Là, moi, je te parle d'équipes, ils sont 3-4, quoi. Donc, ça va vite, ça va très très vite. Donc, on les garde plus longtemps. On fait aussi des projets qui sont plus complexes. Tu vois, là, un de nos derniers projets, ça a été de sortir un ERP de production. Je vais dire, mais vous êtes des malades, vous avez le fameux, ouais, tu sais que c'était un truc qu'on avait vous êtes des malades, sortir un ERP. Il y en a plein des ERP. Je dis, ouais, il y en a plein des ERP, mais il y en a pas un qui satisfait qui que ce soit. Et donc là, on a décidé de sortir un ERP, donc qui s'appelle Bronx, je fais un peu de pub, no code, pour les boîtes qui, pour l'instant, qui font entre 20 et 200 personnes. Boîte industrielle. Ça, c'est techniquement plus compliqué que les premiers écrans de fabrique aujourd'hui, fabrique est devenu un produit complexe avec de l'intelligence artificielle dedans, etc. Mais parce qu'ils ont fait une série A, parce que ils sont 3 ans d'ancienneté, donc ils ont grandi. C'est une équipe quasiment de 60 personnes. Mais là, au début, c'était des écrans, c'était des formulaires, et donc c'était l'empilement de formulaires, donc c'était pas le plus compliqué, quoi. Là, sortir un ERP, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, on s'attaque à des sujets plus complexes, sur des sujets un peu plus longs, et surtout, on les amène plus loin. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent comment se passe le process de création? Alors, avant le recrutement des cofondateurs, déjà, il y a la création, l'identification ce qu'on appelle un space, donc on va dire en français un espace, qui sont ces fameux problèmes partagés par plein d'usines. Donc un problème partagé par plein d'usines, si on reprend le cas de fabrique par exemple, c'est dans tous les ateliers, il y a un tableau blanc qui permet de faire de la résolution de problèmes, et ce tableau blanc, quand le problème il a été résolu, tout le monde l'efface, donc il y a pas d'historisation du problème, il n'y a pas de capitalisation sur le savoir, l'information elle circule pas bien dans l'entreprise parce que il faut venir au tableau blanc pour voir quel est le problème. Donc quand on est à la qualité ou à la maintenance, il faut se déplacer pour voir le problème. Et puis s'il y a une escalade c'est pareil, c'est compliqué. Et puis surtout, il n'y a pas de structuration de la data parce que c'est
quelque chose qui est écrit sur un tableau blanc et donc tu absolument pas ces aspects d'ataïfication. Et donc Fabric résout l'ensemble de ces problèmes et permet d'accélérer la résolution de problèmes en atelier de façon très significative. Donc, comment ça s'est passé? C'est simple. Moi, à chaque fois que je passais dans un atelier à un autre, pour le coup, je peux en parler, j'étais là. Je voyais ces tableaux blancs partout. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça, on est à la préhistoire, là. Comment se fait-il qu'il y ait encore ce genre de choses? Et donc, on s'est dit, comme on le voit partout, et comme c'est un problème parce que personne n'est satisfait de ce truc-là, et les gens, ils imprimaient des tableaux Excel pour le coller sur le tableau. Enfin, c'était n'importe quoi. On est parti sur ce côté création de la digitalisation du management visuel dans l'atelier et donc du lean. Mais à côté de ça, on a des sujets qui sont très divers autour du computer vision pour regarder les défauts de qualité, de l'automatisation, de la gestion des stocks, la gestion des plannings. Enfin, vraiment de tout. Donc, d'abord, on trouve un problème. On valide ce problème en disant c'est vraiment un problème pour toi, tu serais prêt à payer pour ça? Ça aussi, c'est un point important. Ça se passe au moment notamment de la création de la co-construction, j'y viendrai juste après. On recrute ensuite des cofondateurs, on essaye de les prendre en se projetant sur cette personne quand on va lui laisser le projet entre les mains. Donc on aura fait le 0 à 1, est-ce qu'il va être capable ou elle va être capable de l'amener de 1 à N? Donc c'est un exercice de projection qui est pas évident parce que en gros tu vois un bébé entrepreneur et tu te dis est-ce que c'est le futur Elon Musk ou le futur Jeff Bezos? Je sais pas si j'avais vu Jeff Bezos en 90, je me serais dit ce mec-là c'est un génie, il va être exceptionnel. Hein. Ouais, c'est pas évident en termes de... Aujourd'hui, tu dis, quel talent, mais oui, mais il y a 30 ans, est-ce que c'était aussi évident que ça? Et à partir de là, on va rentrer dans un processus qui se fait en trois étapes. Une première étape, donc, c'est, on va creuser le problème. On va creuser le problème dans tous les sens. Donc là, c'est ce qu'on appelle la partie recherche utilisateur. Donc, recherche utilisateur, tu poses plein de questions aux experts du secteur et tu montes toi-même en compétences et tu montes tellement fort que nos cofondateurs, sur un sujet particulier, quand ils ont fini cette étape, sans problème, ils font partie des 10 experts français du secteur. Parce qu'ils ont, alors c'est très vertical, hein, il faut pas leur demander d'aller un pas à droite ou un pas à gauche, mais sur cette problématique-là, ils font probablement partie des meilleurs experts du secteur. Et on ne termine cette phase-là que quand on a 3 co-constructeurs. Et donc, un co-constructeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va accepter de passer du temps parce que le problème est suffisamment difficile, a suffisamment d'impact pour lui, pour qu'il accepte de passer du temps pour que on co-construise un produit. Et ensuite, on va rentrer dans la deuxième phase où là, on va commencer à co-construire le MVP. Donc, on va construire les écrans. Donc là, il y a toute la partie UX design qui rentre dans l'affaire. Il y a la partie tech. Dans un premier temps, on se pose la question de savoir est-ce que on démarre sur du low code no code pour faire un MVP ou est-ce qu'on commence à coder dans le dur? Donc voilà, plein de questions qui sont posées autour de là. Et on continue aussi à essayer de placer le produit, en gros, de vendre des Figma. Et quand on arrive à vendre des Figma, c'est que on a peut-être quelque chose. Ok. Alors évidemment, vendre des Figma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on embarque des futurs clients sur une vision, mais ils ne payent qu'à partir du moment où ils ont un produit live dans les mains. Hein, on va pas juste leur envoyer des maquettes, mais ils se committent et parfois ils se committent à POC. Et tous les POC sont payants. Il n'y a pas un POC gratuit. Pourquoi les POC sont payants? Pour 2 raisons. Premièrement, ça te permet d'identifier que tu es au bon niveau de prise de décision et que tu as quelqu'un qui est capable d'engager un budget. Donc ça, en termes de technique commerciale, tu sais que c'est un peu important. Et deuxièmement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et toi, ce que tu veux, c'est que il y a des gens qui te fassent des feedbacks sur ton produit et que tu sois dans une boucle itérative qui permet d'aller très très vite. Alors, juste question, je t'interromps. Comment tu définis le prix du POC? Oh, le prix, en général, c'est 1000 balles. 1000 balles par mois. Et on reste sur un montant symbolique. C'est suffisamment faible pour une organisation pour qu'il n'y ait pas de débat en disant là, pas de budget, etc. Si les gens te disent qu'ils n'ont pas le budget pour 1000 balles, tu sais que t'es pas au bon endroit. C'est soit t'es pas avec la bonne personne, soit c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'impact sur l'entreprise. On s'est planté comme ça sur une des startups où clairement on n'avait pas suffisamment travaillé sur l'impact et du coup on a été obligé de fermer. C'est une des 3. En tout cas, tu vends tes POC et tu arrives à la fin de la phase 2 quand tu as un MVP qui est live dans des usines et tu as des gens qui ont accepté de poker avec toi. Et là, on bascule sur la phase 3 qui est là une phase qui, elle, va plus être orientée sur le growth,
où là, c'est les équipes revenue qui vont rentrer dans la boucle. Donc la première phase, c'est très product. Deuxième phase, c'est très UX design et tech. Et troisième phase, on rentre dans la partie revenu. Et cette partie revenu, là, j'ai des growth hackers qui vont essayer de construire le playbook de vente de la startup. Donc ils vont tester plein de choses dans tous les sens. Ils vont tester les ICP, ils vont tester le marché, ils vont tester des campagnes, ils vont tester tout ce que tu peux imaginer de tester pour que au final, quand la startup sort de chez nous, elle ait aussi son playbook sales en disant voilà, pour vendre, en tout cas pour vendre à nos débuts, c'est comme ça qu'il faut faire et la recette elle est là et on a testé la répétabilité de l'acte de vente. C'est-à-dire t'as pas fait juste 2 ventes un peu par hasard, c'est t'as craqué le code et t'es capable de faire des ventes répétables. Et c'est à ce moment-là qu'on engage le premier commercial. Et c'est à ce moment-là qu'on engage le premier commercial, exactement. C'est-à-dire que le premier commercial, il arrive, il a déjà plein de choses qui ont été faites, il a un playbook, il a une sales machine qui tourne déjà, il a un pipe qui est déjà rempli. Donc là, son objectif, c'est d'accélérer la création de ce pipe et de convertir. Alors il y a déjà eu du chiffre d'affaires de signé, bien évidemment, mais c'est de convertir, d'accélérer tout ça, de structurer, travailler avec le marketing, etc. Donc c'est à ce moment-là que les premiers employés arrivent. Tiens, j'ai envie qu'on parle un petit peu des personnes du coup que vous recrutez, que ce soit au sein d'OSS, mais pour commencer des startups. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est sûrement un des secteurs qui attire le plus les nouvelles générations. Mm-hmm. Est-ce que, selon toi, c'est le cas quand on parle de startups qui sont dans le SaaS et dans l'industrie? Alors, c'est marrant parce que on voit des nouveaux profils arriver qu'on voyait pas avant. Que vous voyiez pas il y a un an? Ouais, il y a un an, il y a des gens qu'on voyait pas. Il y a un an, on voyait des gens comme toi qui étaient un peu précurseurs et qui se disaient l'industrie, il y a des trucs de dingue à réaliser, mais et des précurseurs par définition, il y en a pas beaucoup. Et donc le Covid nous a fait beaucoup de bien. Parce que le Covid a permis de mettre en exergue le fait qu'aujourd'hui la réindustrialisation de la France, elle était absolument indispensable. Parce que quand on est à un niveau où on n'est même pas capable de produire des masques, c'est que ça va pas bien. Et il y a ensuite eu un certain nombre de plans de réindustrialisation lancés par le gouvernement, etc., qui font que 30 ans d'industrie bashing qu'on a pu connaître, c'est arrêté quasiment net. Et que il y a une image de l'industrie aujourd'hui qui est meilleure qu'avant. Les gens s'attendent plus à voir Zola et ils se rendent compte en allant dans les ateliers. Enfin, t'as fait quelques ateliers avec moi. C'est pas Zola, quoi. Ouais. Les gens, au contraire même, je trouve que c'est un environnement très très sain. Et il y a un deuxième phénomène qui est que la Startup Nation parisienne, on a aussi un peu marre d'aller livrer de la croquette pour chien en moins de 10 minutes à Paris. Ouais, je pense qu'il y a un sujet autour de l'utilité. Il y a un problème de sens. Et puis tout le monde est en train de dire que c'est la fin de l'argent magique. Alors, ça, je te confirme, ça c'est fait. C'est 2021 est passé, c'est terminé. Donc maintenant, 2022, beaucoup plus violent. Et 2023, on va voir. Donc oui, il y a plus d'argent magique, mais surtout il y a un problème de sens. Ce qu'on vend comme sens, c'est que tu peux plus te dire, en te regardant dans le miroir le matin, oh là là, le réchauffement climatique, c'est vraiment pas bien, et puis acheter un t-shirt qui vient du bout du monde. Tu peux plus te dire, oh là là, les votes populistes, c'est vraiment pas bien, mais la plupart de ces gens-là, quand tu compares la carte des votes populistes avec la carte de désindustrialisation, c'est quasiment copier-coller, hein, et c'est pareil aux États-Unis avec Trump, etc. Donc c'est quand la rue du commerce de Mâcon et il y a une boutique sur 2 qui est fermée, que le premier employeur c'est l'hôpital et le supermarché. Clairement, t'as une France périphérique qui va pas bien, et un des moyens de relancer la France périphérique, c'est de recréer des emplois, y compris des emplois industriels, parce que c'est pas les SaaS qui créent énormément d'emplois. Tu regardes le nombre d'employés de Google et le chiffre d'affaires par employé de Google, c'est absolument hallucinant. Si t'es un peu sensibilisé à tous ces sujets-là, donc que ce soit sujet écologique, sujet économique, tu te dis que le next big thing, c'est l'industrie. Et quand tu compares ça en plus de façon un peu plus froide, où tu vois qu'en Europe, en moyenne, les opérations, c'est à peu près 20% du PIB, et l'industrie, c'est moins de 1% du VC money, donc de l'argent des venture capitalistes,
tu te dis j'ai un océan bleu devant moi, quoi. Soit tu te dis voilà, tiens, je vais me lancer, je vais aller rejoindre une Martech qui fait un outil qui dans 6 mois sera une feature de HubSpot et ma boîte va cracher. Et en plus, je vais pas vraiment m'amuser parce que les directeurs marketing, ils en ont marre de se faire harceler sur LinkedIn. Ou alors, je vais aller dans un truc qui a un peu plus de sens. Et donc, on voit des nouveaux profils de gens qui viennent du monde du SaaS ou pas que d'ailleurs, ou du monde du conseil. En tout cas, des gens qui savent faire de la vente consultative et qui commencent à arriver dans les startups. Et c'est hyper agréable parce que clairement, l'industrie a besoin de ça aussi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que les SaaS qui sont réalisés par les startups créées par OSS changent pour les opérateurs au quotidien? C'est une bonne question. Ça change. Alors selon le software, évidemment, ça change différentes choses, mais l'objectif, c'est d'éviter tout ce qui est ressaisie, reporting inutile, papier, tâches répétitives et pénibles. Donc on n'est pas là pour supprimer des emplois, on est là pour permettre aux opérateurs de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et en faisant ça, tu permets aux entreprises, notamment par une meilleure captation de la donnée, une meilleure structuration de la donnée, de faire des gains de compétitivité et des gains de productivité qui les rendent plus performantes face à la compétition internationale. Parce que faut pas se mentir, on parle beaucoup d'industrie 4.0. Donc pour rappel, donc le 3.0 c'est automatisation, robotisation. 4.0 c'est la structuration, l'analyse de la donnée pour justement augmenter la performance et voire même changer le business model. Et la France aujourd'hui en est au 2.0 en grande partie. Sauf que un peu comme l'Afrique dans les années 90-2000 a su faire un saut quantique, ils n'avaient pas le téléphone filaire, mais ils sont passés au mobile. Et aujourd'hui, l'Afrique très clairement est loin devant l'Europe sur le paiement mobile et ce genre de choses. La France peut faire ce saut quantique sur le 4.0. Et elle est en train de le faire. En tout cas avec certains leaders, des gens comme Michelin, le groupe Schmitt, etc. Et du coup, on va changer la vie des opérateurs parce qu'on va leur apporter quelque chose qui va les aider. Parce qu'on va leur apporter quelque chose qui va les aider dans leur quotidien, va y avoir de l'usage. Comme va y avoir de l'usage, va y avoir de la donnée. Et comme va y avoir de la donnée, va y avoir les dashboards qui permettent aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions de façon éclairée. Et en quoi ça va réinventer le job d'opérateur en soi? En réalité, aujourd'hui, le job d'opérateur, c'est plus c'est pas le pouce-bouton. C'est plus le mec qui va taper avec un marteau sur une enclume. C'est quelqu'un qui a un job quasiment de codeur, c'est-à-dire il doit faire de l'optimisation sous contrainte en utilisant des softwares et en paramétrant des softwares. Donc, t'as toujours évidemment le mec qui va changer de bac parce que ça fait aussi partie du taf. Mais c'est l'image d'Épinal qu'on a du travail ultra physique qui casse le dos et à 40 ans t'es au bord de la mort parce que de toute façon t'es complètement brisé physiquement. C'est plus ça du tout, mais vraiment plus ça du tout. Et on demande aux gens aujourd'hui à leur poste de réfléchir, de prendre des décisions. Vraiment, tous les industriels avec qui je parle me disent, moi mon rêve c'est que l'opérateur soit autonome dans sa prise de décision parce qu'il est correctement informé. Et donc, quand il a un choix à faire, il a toutes les datas, toutes les données qui lui permettent de prendre sa décision. Parce que si ça doit remonter 3 niveaux hiérarchiques pour que on prenne une décision, pendant ce temps-là, il n'y a pas de production. Et du coup, on perd en performance. Pour en venir au profil que vous recrutez chez CES, il faut quelles compétences pour rentrer dans une structure aussi originale, aussi particulière? Faut être drivé par la mission. Parce que si la mission t'amuse pas, tu tiens pas. Parce que ça amène la première qualité qui est aimer travailler. Waouh. Je vais pas dire qu'on est tous workaholic, mais ça bosse beaucoup. Mais ça bosse beaucoup et mais la plupart des gens ils ont pas si on sait qu'on bosse, mais on s'amuse tellement que ça rend le truc supportable. Si on se faisait chier, moi je serais déjà parti très longtemps, parce que ça peut être quand t'as des pics, ça peut être infernal. À pas beaucoup dormir, mais comme on s'éclate, ça fait passer le truc. Et il faut être capable d'apprendre et de se réinventer en permanence.
Nous, les profils qu'on a recrutés chez OSS, c'est beaucoup de juniors. Par définition, ils savaient pas au début, mais en revanche, ils sont autonomes dans leur apprentissage. Ils ont envie d'apprendre, ils sont curieux. Et avec ça, en général, quand tu travailles beaucoup et que tu t'aimes apprendre, ça se passe plutôt bien. Après le reste, on s'arrange et on aide comme on peut. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment de qualité importante, je pense, pour entrer chez nous. Et puis après, pour rentrer dans les startups, là, ça dépend de la culture que chaque founder veut mettre dans sa startup, évidemment. Maintenant, les startups chez nous, elles sont souvent early stage, donc tu te retrouves facilement employé numéro 3, employé numéro 2, donc vraiment un numéro très proche. Et là, il faut que tu aies le sentiment que tu sois passionné par l'aventure que tu vas vivre, parce que c'est une aventure. Tu vois, ceux qui ont été employés numéro 1 chez Google ou chez Airbnb ou ailleurs, ils ont vécu une aventure absolument de malade. Et je suis persuadé que ce sont pas du tout les mêmes profils, c'est pas le même mindset que les employés actuels, puisque les employés actuels, je pense, viennent aussi pour la marque, le prestige, les moyens, etc. Ouais, exactement. Non, ça peut pas être les mêmes personnes. Ça pose d'ailleurs souvent des problèmes en série A, série B, pas chez OSS, mais dans la Startup Nation, c'est que faut que tu changes tes profils. T'as souvent des généralistes, des couteaux suisses qui sont capables de tout faire, de s'adapter à tout, et puis là, il faut que tu passes sur des ailes ultra spécialistes. Donc t'as ceux qui arrivent à le faire, et puis t'as ceux qui arrivent pas, et donc là, tu peux te retrouver avec des drames, ou alors tu reportais directement au président quand t'es arrivé, et puis là, maintenant, t'as 4 personnes au-dessus de toi, donc... Voilà, mais ça, c'est des évolutions classiques dans les boîtes de croissance. Vous avez des partenaires ? Alors oui, on a plein de partenaires. On a déjà des partenaires industriels sans qui on serait pas là, puisque c'est eux qui nous ouvrent leurs ateliers très régulièrement. Ils nous accueillent et on leur remercie, parce que si on devait créer des boîtes à côté de République, là où on est, en espérant que ça plaise à des gens qui sont dans les ateliers industriels, la probabilité serait quand même beaucoup plus faible. On échange beaucoup avec l'écosystème de type BPI et surtout avec Nicolas Dufour et Guillaume Mortelier, qui eux poussent énormément à la réindustrialisation actuellement. Donc ça fait partie de leur motto. D'ailleurs, ces sujets-là rentrent dans le plan de relance 2030 ? Oui, clairement. Oui. Il y a 30 milliards qui ont été mis sur la table sur la partie réindustrialisation, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a quelques cabinets de conseil avec lesquels on s'entend bien, du type OnePoint, du type Kea Partner, du type OPO, avec donc vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'industrie et qui sont contents de nous voir arriver, parce qu'on les aide à porter un message que pour certains ils portaient depuis un moment, donc on les appuie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, comme on a des fédérations aussi, la fédération des industries mécaniques, les UIMM, qui pareil sont intéressés de nous voir arriver. Donc en fait on essaye d'être le plus large possible dans les connexions qu'on crée autour de l'écosystème, parce que tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Alors parfois tu as des divergences de points de vue, etc., mais c'est normal, c'est un écosystème divers, mais au fond tout le monde a les mêmes envies et les mêmes aspirations sur le but final. Et d'ailleurs, quand on est un startup studio comme OSS avec cette mission-là forte d'aider à la réindustrialisation de la France, si je le résume, est-ce qu'il y a des acteurs qu'on peut considérer comme des concurrents ? Bonne question. Ne serait-ce que dans les startups qui peuvent être créées en dehors de l'écosystème OSS. Alors, il y a des startups qui sont créées en dehors de l'écosystème, mais il y en a plein avec qui on est très copains, parce qu'on trouve que ce qu'ils ont fait est absolument génial, que du coup, on n'a absolument pas besoin de créer un concurrent, parce que ce qu'ils ont fait est top et ça fait déjà très bien le taf. Je pense à des gens comme Metron, je pense à des gens comme Keyprod, je pense à des gens comme Zozio, voilà, donc des boîtes vraiment qu'on aime beaucoup, qu'on met régulièrement en relation avec des industriels qu'on rencontre et qu'ils pourraient aider. Donc je vois pas de concurrent au niveau des startups. Le seul concurrent qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est d'autres startup studios pour aller recruter des talents.
des fondateurs ou des talents. Parce que quand je suis fondateur, je vais regarder 3-4 startup studios, puis je vais aller dans celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. Et donc là, éventuellement, on peut se retrouver en concurrence avec d'autres startup studios mais pour le recrutement des talents. Ensuite, on est sur des sujets qui sont complètement différents. Et à ma connaissance, en Europe, il n'y a pas de startup studio dans l'industrie à part nous. Aux États-Unis, j'en ai repéré un la semaine dernière. Donc, tu vois, c'est tout récent. Et en Asie, on croit qu'il y a un truc à Shenzhen. Mais comme on est sur des plaques qui sont complètement différentes. Non, mais ça pose la question de l'internationalisation d'OSS. Vous en êtes où? Écoute, on est en train de lancer l'Italie, là. On a Federico qui nous a rejoint il y a quelques mois en stage, là, et qui est en train d'ouvrir plein de portes pour créer le même réseau de preferred partners en Italie qu'on a créé en France. Et là, d'ailleurs, on va chercher à recruter un senior sur place. Parce que je pense qu'il nous faut quelqu'un sur place. Donc si t'es italien, que tu veux retourner chez toi et que t'es passionné par l'industrie, surtout n'hésite pas à m'envoyer ton CV, je serais ravi de te parler. Super. Donc vous avez entendu, il recrute. Et je recrute. Ouais. Du coup, c'est l'Europe. On vous sortirait pas a priori. Alors on va commencer par l'Europe. Là, l'idée en gros, c'est d'ouvrir les portes de nos startups sur certains pays. On va commencer par l'Italie, on ira surtout probablement ensuite du côté du Royaume-Uni, peut-être ensuite l'Ibérie, et l'Allemagne sera plus tard. Pourquoi l'Allemagne plus tard? Pour plusieurs raisons. Premièrement, en Allemagne, tu as des cycles de vente qui sont équivalents aux cycles de vente dans des grands comptes. Donc il faut compter 18-24 mois pour signer quoi que ce soit. Donc c'est un gros investissement. Donc il faut mettre beaucoup de moyens pour lancer l'Allemagne. T'as un patriotisme économique très fort. Donc si t'es pas allemand et si t'as pas 8 PhD, 8 doctorants dans la start-up, t'es pas considéré comme quelqu'un de sérieux. Ensuite, c'est étonnant parce que l'industrie 4.0 vient de l'Allemagne. Hein. C'est Angela Merkel qui a lancé ça en 2011. En tout cas, lancé le concept. Mais l'Allemagne aujourd'hui est très industrie 3.0 et n'a pas vraiment basculé sur le 4.0. Une des explications vient aussi du fait qu'ils aiment beaucoup le on-premise et pas beaucoup le SaaS. Donc l'Allemagne viendra, mais viendra pas tout de suite. Je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie business model. Ouais. Donc là, j'aimerais bien que tu nous expliques le modèle de vente. Mais alors, tout le sujet, c'est que OSS, en tant que structure, ne vend rien directement. Moi, je vends rien. Ouais. Je sais que t'adores dire ça. Moi, je vends rien. Mais comme tu le disais, tu dois faire en sorte que l'ARR des startups augmente parce que ça augmente la valorisation. Donc, on est plutôt sur un modèle de channel partnership chez OSS. Ça peut se présenter comme ça, oui. Moi, j'aime bien me présenter comme étant un super SDR. Je te laisse nous raconter. Donc oui, en effet, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir ouvrir des portes. Je mets de côté évidemment l'équipe Growth qui, elle, on peut les considérer comme la première équipe sales d'une startup. Moi, mon rôle, c'est de créer un écosystème de partenaires industriels qui vont nous faire confiance, à qui on va apporter beaucoup de valeur ajoutée. Alors, c'est le même stratégie qu'une stratégie de contenu au début, hein, c'est-à-dire qu'on donne énormément et on ne demande pas grand-chose et on démontre notre expertise. On arrive à prendre un poste de partenaire de confiance sur ces sujets. Et une fois qu'on a établi notre légitimité et notre crédibilité, eh bien, on va pouvoir solliciter ce réseau, donc qui sont, je dirais, presque plus un réseau d'hommes qu'un réseau d'organisation. Parce que on a eu la confirmation à 2 ou 3 reprises que quand les personnes partaient, on perdait la relationnel avec l'organisation. Même quand on essaye, tu vois, il suffit qu'il y ait une personne qui est très early adopter qui soit remplacée par une personne qui ne l'est pas du tout. Et la relation s'étiole et disparaît. Donc c'est souvent des relations entre hommes avec un grand H. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de points que ce qui rapportait le plus de valeur, c'était le chiffre d'affaires réalisé par les startups et pas le nôtre. Donc déjà, ça peut être étonnant, mais c'est un calcul simple. Supposons aujourd'hui que en termes de valorisation, tu sois sur des multiples d'ARR qui soient à x10. Alors c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, c'est un peu baissé, c'est plutôt x8, mais pour les calculs, c'est plus simple. 100 000 euros d'ARR, ça te fait une valorisation de tout de suite d'1 million. Ok, on détient 25% de la boîte, donc on a une hausse
de valorisation de 150 000 euros. Donc réussir à aider une boîte à faire plus de 100 000 euros d'ARR, tout de suite, c'est à 250 000 euros. Donc il y a un effet de levier qui est colossal. Et donc tout ce qu'on peut faire pour aider cette société à générer 100 000 euros d'ARR, à moins que ça nous rapporte 250 000 euros immédiatement, très clairement, il y a question à se poser. Et donc on a commencé à mettre en place tout un système qui permet d'apporter de la valeur, d'apporter du contenu. Donc on a monté un réseau social pour les industriels, on a monté des formations, on a monté des podcasts, on a monté des journées de diagnostic dans les usines. J'aimerais bien qu'on creuse sur cette partie-là. On va rentrer là-dedans. Et clairement, donc une journée de diagnostic, on passe une journée avec une équipe où d'un côté, dans mes bagages, j'emmène les nouvelles startups du moment qui vont faire de la recherche utilisateur, donc le premier pilier dont on parlait tout à l'heure dans le process. Eux, ils sont hyper contents parce que non seulement ils voient des ateliers, mais en plus ils peuvent avancer sur leur projet. Et moi, ça me coûte la journée de 3 consultants formés sur le sujet de la digitalisation en transformation, qui sont des personnes internes. Ça, c'est un truc que je pourrais facilement facturer 10 000 balles la journée, à peu près. Je pense que j'aurais pas trop de difficultés à le vendre. Mais entre facturer 10 000 balles et rentrer du coup dans un process achat qui va retarder, ralentir, où j'aurais pas 100% de conversion. Oui, puis l'objectif, c'est pas de faire du CA pour OSS. C'est entre faire 10 000 euros de CA ou me faire 250 000 euros de valo parce que je serais rentré dans une boîte qui, à un moment donné, va m'acheter parce qu'ils vont adorer ce qu'ils auront vu et ils vont acheter pour 100 000 euros d'ARR ou même 50 000. Il y a pas de débat. Et du coup, en allant en permanence dans les usines, je me retrouve à faire donc déjà à parler avec beaucoup de C-level, à échanger sur des problèmes stratégiques de transformation avec des C-level. Donc c'est absolument passionnant. Et ensuite, quand ils ont un problème, moi je peux les orienter vers des solutions qu'on connaît. Alors il se trouve qu'il y en a certaines qui sont des solutions de notre portefeuille, mais je leur dis toujours, je dis mais oui, mais j'explique toujours qu'on est conflicté, hein, évidemment. Je dis vous allez voir, c'est la meilleure solution du marché. Il se trouve que c'est la nôtre. mais les gens le comprennent et je leur dis, et parfois je leur donne même des noms de concurrents. Je leur dis voilà, telle boîte, ils ont 2 concurrents, c'est ça, ils savent. Et du coup, les gens sont en confiance parce qu'ils savent que je suis pas là pour leur mettre à l'envers. C'est toujours cette notion d'éthique qui est hyper importante. Si tu veux avoir une relation dans la durée, parce que moi, des nouvelles startups, dans 3 mois, j'en ai à nouveau. Hein. Donc, être capable de retourner dans l'atelier, ça a de la valeur pour moi. Donc voilà, donc je fais ce poste, ce job d'introduction par le top niveau. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que donc moi j'ai pas mal de relations avec des C-level dans pas mal de groupes. Et pendant ce temps-là, j'ai mes startups existantes qui elles arrivent par le bas, puis remontent. Et du coup, moi j'ai la capacité à actionner quand c'est le bon moment des décideurs pour dire on a un tel et un tel, ils sont à tel niveau, ils ont fait tout ça, ils sont coincés et peut-être que tu peux, si tu trouves que ça fait sens, tu peux peut-être les aider. Et du coup, il y a un effet sandwich puisque ça arrive par le bas, ça arrive par le haut et ça permet d'accélérer les ventes. Et moi, il y a un homme comme ça qui m'avait épaté quand j'étais justement chez Gympass. C'était une participation d'un fonds d'investissement qui s'appelle General Atlantic. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de General Atlantic Europe qui s'appelle Henri Decastre. Donc Henri Decastre, pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'est l'ancien patron d'AXA. C'est le patron de l'Institut Montaigne. C'est un homme qui a un carnet d'adresses exceptionnel. Et c'est une personne d'une humilité et d'une gentillesse rarement vue, parce que c'est un monsieur qui est très occupé. Et à une époque, moi, mon SDR, c'était Henri Decastre. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'accéder à un patron dans une boîte, il me disait, tu m'écris un petit mail, et puis je vais pousser le mail, et puis voilà. Et tu te dis, donc si ce grand monsieur de l'entrepreneuriat français, ce grand patron est capable d'avoir l'humilité de se mettre au niveau de ses participations pour les aider comme il peut, avec le petit coup de pouce, etc. Moi je vais essayer de faire pareil et il m'a montré l'exemple, hein, donc c'est exactement ce que je fais. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur le déroulé de cette fameuse journée qui, pour moi, est
Et assez bluffante tant tu dois mobiliser d'expertise quand tu y vas avec l'équipe. Et une journée de diagnostic digital, c'est assez simple. Hein. Ça commence par ce qu'on appelle un tour de terrain. Donc tu fais le tour de l'usine avec un responsable de production. Donc ça dure entre 1 heure et 2 heures selon la taille de l'usine. Ensuite, on va interviewer 5-6 personnes qui sont les personnes clés du site. Donc ça va être responsable IT, responsable maintenance, responsable supply chain. Enfin, quand tu connais un peu l'industrie, tu vois un peu les personnes qui sont interrogées. Et à chaque fois, on essaye de comprendre quels sont leurs problèmes. Qu'est-ce qui fonctionne pas, et surtout, qu'est-ce qui pourrait être résolu par du digital. Et assez vite, tu chopes l'œil, parce que déjà, on en a fait beaucoup, donc... mais dès que tu vois un papier traîner, dès que tu vois un tableau Excel dans un coin, tu dis bon, ok, là tu sais qu'il y a un problème. Et ensuite, l'ensemble de ces problèmes, en général, t'en as 20, 30 par site. On va les placer sur une matrice impact effort. Donc on n'a rien inventé. Hein. Donc c'est en ordonnée, t'as l'impact, en abscisse, t'as l'effort. Et tout ce qui va être en haut à droite, c'est facile à faire et ça peut rapporter beaucoup. Donc en gros, ce qu'on appelle les fruits les plus bas de l'arbre. Et donc on a priorisé tout ça avec le directeur d'usine, et on remet 15 jours après, on met un rapport qui benchmark le site, qui va aussi donner des éléments méthodologiques sur la transformation, comment on s'y prend pour faire une transformation digitale, parce que souvent les gens ils ont envie d'y aller mais ils savent pas comment faire. Et on va leur donner face à chaque cas d'usage une solution de marché quand elles existent. Le problème n'est pas trop spécifique à l'entreprise, une solution de marché qui pourrait répondre à leurs problématiques. Et du coup, ça permet de créer la roadmap de transformation. Donc, dans ces outils de marché, il y a des outils qui sont extérieurs à OS7, puis il y a aussi des outils internes à OSS. Et c'est ça qui permet de créer aussi du lead pour ces boîtes, parce que on sait que là il y a un problème, qu'il a été priorisé, qu'il a été validé par un decision maker qui est soit un directeur des opérations, soit un directeur de site, et qui a envie de se transformer. Donc on est au bon niveau, au bon moment. Donc c'est un lead qui est plutôt de bonne qualité. En général, après ton passage, les startups mettent combien de temps à closer ? Ouais, ça dépend des organisations, mais ça va aller de 1 mois à 6 mois. Ouais, ok. Donc tu le raccourcis quand même fortement, oui, parce que normalement dans l'industrie, tu peux te prendre facilement des 9-12 mois de cycle de vente. Ça peut être très long, très très long. Ça, je voulais vraiment que tu l'expliques, parce que c'est un modèle qui est extrêmement original. Ouais. Et encore une fois, pour moi, c'est un modèle de vente qui se rapproche beaucoup du channel partnership. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait encore très mal dans beaucoup d'entreprises. On fait du channel sans intermédiaire, c'est-à-dire que c'est moi le revendeur, entre guillemets, c'est moi le revendeur des startups, mais on a essayé d'organiser des choses avec des intégrateurs, des sociétés de services. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Là-dessus, je dois avouer que je suis pas bon. Donc, rajouter un layer de revente. Aujourd'hui, c'est très compliqué, et c'est très compliqué souvent tout le temps pour la même chose même. C'est parce que les forces commerciales sont pas incentivées sur le sujet. Donc de la revente d'une solution tierce, et comme elles sont pas incentivées, aucun intérêt à pousser un truc. Aucun intérêt. Ouais. Donc la difficulté, c'est trouver le partenaire dont l'objectif stratégique est complètement aligné avec le tien, et la vente de tes solutions va lui permettre de vendre ses propres solutions. Et ça, on a du mal. On n'a pas encore trouvé, on n'a pas cassé la martingale. Si quelqu'un m'écoute et qui connaît la solution, surtout qu'il n'hésite pas à me contacter, je suis preneur. Aujourd'hui, à ton niveau, tu t'es fixé des objectifs de te dire, ok, je dois visiter tant d'usines par mois parce que je sais que j'ai tel ratio derrière. Ouais. J'ai là aujourd'hui mes objectifs, c'est 12 nouveaux groupes sur le trimestre. Donc c'est une par semaine. Je suis un peu en retard. Si mon patron écoute, ça va pas aller. Mais voilà. Donc là, notre obsession, c'est évidemment de capitaliser sur le réseau existant. Hein. Donc très régulièrement, j'ai des calls avec les gens que je connais déjà, et comment ça va, c'est quoi tes objectifs du moment, comment je peux t'aider, etc., etc. Mais aussi aller chercher des nouvelles boîtes, sachant que nous, on vise des boîtes qui vont faire entre 1000 et 15 000 personnes, des boîtes industrielles qui vont faire entre 1000 et 15 000. Donc on n'est pas sur la PME ou la TPE de 100 personnes, qui est pas trop compliqué à contacter. On est sur des gens qui sont un peu plus difficiles à joindre. Surtout que je vise les C-level, donc par définition, ils sont très occupés.
Et comment tu t'organises avec les startups d'un point de vue opérationnel pour pouvoir communiquer avec elles sur les leads? Est-ce que vous avez mis en place des outils? Alors, Slack, voilà, ça c'est nous on est très Slack, et tout passe par Slack et je ping les gens au fur et à mesure et puis mon portable est toujours ouvert, donc on fait des trucs très directs. C'est assez simple. On a évidemment un CRM, mais qui nous sert pas tellement à échanger avec les startups qui sont en tout cas sorties du studio. Plutôt tout ce qui va être parce qu'on a cette double communauté à gérer, les startups qui sont encore en résidence et celles qui en sont sorties. Et donc Slack est un super outil pour ça. Et vous créez un moment où elles peuvent partager les unes entre les autres? Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Pour la première fois, on a mis en place un concours de cross-sales. C'est-à-dire que un sales d'une startup A qui identifie une problématique à laquelle répond une startup B peut gagner de l'argent s'il file le lead à son petit camarade. On a lancé ça mi-janvier, on a déjà créé 8 leads, donc c'est pas mal, c'est pas explosant, mais il faut que les premiers leads soient signés, je pense, pour que ça commence à générer un peu plus de traction. La chose facile, c'est qu'ils parlent souvent aux mêmes interlocuteurs. Donc si tu fais bien ton travail de sales, tu t'occupes pas seulement que des problématiques qui sont relatives à ta verticale, mais tu vas faire une vision plus globale de l'entreprise et de ses enjeux. Et donc tu peux entendre parler d'une problématique que la startup B va résoudre. L'avantage aussi, c'est que ça te permet, en tant que sales, de te positionner en tant que de conseilleur de confiance, puisque moi, je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. Vous avez un problème B, je vous envoie vers la startup B et je démontre que je connais très très bien mon écosystème et que je peux t'aider à autre chose que simplement essayer de te vendre ma sauce. Et puis, en plus, on a mis une petite carotte financière au bout qui leur permet d'être rémunérés sur le sujet. Difficulté, c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'écosystème et de savoir qui fait quoi, quels sont les mots-clés éventuellement, et donc prendre le temps de se former. Donc c'est là-dessus où c'est toujours un peu plus compliqué parce que chacun est pris dans son quotidien et c'est pas évident. Ça pose la question de la relation que tu as nouée toi avec elles et leurs équipes commerciales. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe comment? Puis quand mine de rien on a investi des billes dans ces structures-là, parfois j'imagine que tu as envie de pousser un petit peu. Mais moi je suis qu'un actionnaire, donc je ne peux pas être coercitif. Qu'on est que sur de la conviction. Donc je passe ma vie à essayer d'aligner les incentives, ce qui est le travail d'un sales. Donc on a toujours une grosse intimité avec les équipes historiques, celles qui notamment par le studio, celles qui ont vécu à un moment donné l'expérience studio. Mais évidemment, les nouveaux arrivés, ils nous connaissent pas, ils ont jamais, pour la plupart, jamais entendu parler de nous, ou alors très vaguement. Donc là, tu vois, on a créé cette année l'OSS Academy. Donc l'OSS Academy, c'est quoi? C'est on crée une fois par trimestre un point de rencontre avec les nouveaux arrivants des startups. Déjà pour qu'ils se rencontrent entre eux, pour aussi les former sur l'industrie en général, qui est un point de savoir qui est important et qui est pas toujours complètement maîtrisé dans les startups, c'est-à-dire que dans les startups, tu connais ta verticale, tu connais les sujets, les problèmes que tu dois résoudre, mais les problèmes d'à côté, si t'es fort en supply, t'es pas forcément fort en qualité, en maintenance ou autre. Donc avoir cette vue satellitaire, les aider aussi sur des parties techniques liées à leur propre métier. Donc les techs vont parler avec des techs, les products vont parler avec des products, les ops avec des ops, et moi en général je prends les revenus et growth. Et l'idée, c'est déjà de leur permettre de se connaître, de nous connaître et de créer un petit peu d'intimité avec des gens qui sont jamais passés par OSS, quoi. Alors c'est un sujet un petit peu particulier que je pose à beaucoup de mes invités. Oula, c'est la question piège. À ton avis, on va parler de quoi? Rémunération. Yeah. Ouais, c'est bon. Ça se passe comment? Parce que aujourd'hui. Ça se passe bien. Je te remercie. Ok. Bon on va conclure. Tu as évolué à des fonctions commerciales avec un fort système d'incentives. Aujourd'hui, quand on est chez OSS, à ton niveau, comment tu te rémunères? Et puis au final, les employés d'OSS, est-ce qu'il y a cette dimension où tu es aussi récompensé en fonction de la performance des startups? Alors, oui, c'est-à-dire que chez OSS, on a un fixe qui est raisonnable,
qui est pas un fixe dans le top haut du marché. Clairement, je pense que je gagnerais, je pourrais multiplier par 2 mon salaire sans trop de difficulté en cherchant un peu dehors. On a un 13e mois, ça fait vieux. Alors le 13e mois, lui, c'est en fonction des objectifs collectifs. Ouais. Donc encore une fois, il y a cette notion de performance collective qui est hyper importante pour nous. On se voit vraiment comme une meute. Et alors une meute de pingouins, on rentrera là-dedans si tu veux d'un point de vue culture. Ah, mais, je me rappelle de ça. Pas une meute de loups. Et surtout, tout le monde a des BSPCE. Voilà. Et en réalité, la performance financière, si elle doit arriver par là. Et ça permet aussi déjà d'aligner tout le monde sur les objectifs et les ambitions communes et les objectifs d'équipe. Et il y a des multiples qui sont tellement significatifs que ça vaudra bien, ça vaut plus que n'importe quelle variable ou quelle variable. Et en plus de ça, tu as une fiscalité qui est plus avantageuse, puisque tu es sur une flat tax à 30%, alors que rapidement, si tu commences à toucher des salaires un peu significatifs, le taux marginal d'imposition t'as 45%. Donc plus les charges sociales, plus les donc clairement la notion de BSPCE te permet de contribuer et de bénéficier plus exactement de la performance globale de l'entreprise le jour où on voudra sortir. C'est un super outil de rétention également. C'est un bon outil de rétention puisque tu es vesté sur 4 ans. Donc si tu veux toucher l'ensemble de tes parts, il faut que tu restes au moins 4 ans, sinon tu touches pas. Mais bon, et en fonction de ta performance, évidemment, tu peux grandir, prendre des responsabilités, donc ton salaire augmente, tu peux avoir plus de BSPCE. Donc voilà, on s'est bien structuré sur on a un peu tâtonné, mais maintenant on est plutôt bien structuré sur cette partie-là parce que on a quand même pas mal de petits jeunes qui ont envie de grandir et il faut savoir les remercier avec toute la performance qu'ils délivrent aujourd'hui quotidiennement. Merci pour ta transparence sur le sujet. Tu l'as abordé toi-même, la culture. Alors c'est vrai que je me rappelle que la première fois qu'on a échangé, tu m'as dit, nous Audrey, on n'est pas des sharks, on n'est pas des loups, on est des pingouins. Est-ce que tu peux l'expliquer? Ouais, c'est ça. Si tu prends les 2 bouts du spectre dans les cultures d'organisation, d'un côté, tu as les requins. Donc les requins, ils sont dans un bocal. En bas, tu as les petits requins. Puis au milieu, tu as les requins moyens. Et plus ça va, en haut, tu n'as plus qu'un seul requin. C'est un gros requin. Et pour monter, faut manger le requin du dessus pour grossir, etc., etc. Ça, c'est une culture que tu vois beaucoup dans les cabinets de conseil, banques d'investissement, et encore pas tous les cabinets de conseil. Hein, beaucoup ont changé leur culture, mais dans les ESN notamment, tu peux encore trouver ce genre de choses. Ils ont eu tel problème de rétention que maintenant, je crois qu'ils sont un peu en train de changer. Mais banques d'investissement, typiquement, t'es là-dedans, quoi. T'es sur le requin solitaire qui est là pour arriver en haut, et s'il faut qu'il tue, il tue, quoi. C'est pas un problème. Et il y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Et puis à l'autre bout du spectre, t'as les pingouins. Alors pris individuellement, les pingouins, ils sont pas bien dangereux, soyons clairs. Mais collectivement, ils peuvent l'être. Donc quand il fait très très froid, le pingouin, il se met en groupe, il fait la tortue et il survit comme ça. Quand il faut chasser des bancs de poissons, pareil, ils y vont à plusieurs et puis ils arrivent à chasser des bancs de poissons. Et nous, clairement, on a tout misé sur le collectif. Donc, on a des pingouins qui sont des pingouins de compète, soyons clairs, mais qui sont tous collectifs. Et il n'y a pas de requin chez nous. Et ce qui est, tu peux être requin ou tu peux être pingouin. Encore une fois, il y a vraiment pas de jugement de valeur. Mais ce que tu veux pas, c'est être un pingouin qui se retrouve dans une organisation de requins parce que tu te fais manger assez rapidement. Et tu veux pas non plus être un requin dans une organisation de pingouins parce que là t'es tout seul et personne ne t'aide, quoi. Donc faut savoir si t'es plutôt un requin, plutôt un pingouin. Alors évidemment, là j'ai donné les extrêmes du spectre. Hein. La vérité est souvent quelque part au milieu. Mais nous on est des pingouins. C'est-à-dire qu'il y a pas de jeu politique. T'as pas besoin de regarder par-dessus ton épaule pour savoir s'il y a pas quelqu'un qui va te planter un couteau dans le dos à un moment donné. Et il se trouve que ce soit Renan, le fondateur d'OSS, ou je vais dire les plus vieux de la bande, on a tous joué dans des grands groupes, on a tous joué au jeu du requin à un moment donné. Ça nous a tous pas plu. Ça nous a tous très fatigués parce que quand on est plus à gérer l'interne que d'aller vendre ou d'aller jouer l'externe, franchement.
Enfin, il y a des gens que ça amuse. Nous, ça nous amuse pas. Et du coup, on maintient cette culture de pas de politique. Il y a que la performance. Et c'est pas parce que tu fais les plus belles slides que tu vas progresser, quoi. C'est clair. Donc, n'oubliez pas, il le recrute. Mais par contre, il faut être un pingouin. Il faut être un bon pingouin. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour sur le business model et sur le système de vente, l'organisation OSS. Il y a une chose que j'aime bien demander à mes invités pour conclure. Est-ce que en 1 minute là, tu peux me pitcher OSS? Donc OSS, c'est un startup studio qui fabrique des startups dans l'industrie 4.0 avec pour objectif de réindustrialiser la France. On a lancé en 3 ans et demi une quinzaine de startups qui sont présents dans un peu plus de 1000 usines. On s'éclate à être dans les ateliers, on aide les entreprises industrielles à se transformer vers l'industrie 4.0 et on passe de bons moments avec nos amis industriels. Ça, c'est les gens qui sont toujours prêts. Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer aux gens pourquoi OSS, le nom? Il y a 3 versions. Il y a la version historique, puisqu'on a été co-construit avec un cabinet de conseil qui s'appelle OPO, qui est spécialisé dans l'excellence opérationnelle. Et donc OSS, ça voulait dire à l'origine OPO Startup Studio. Ensuite, on s'est transformé parce qu'on veut pas faire que des opérations industrielles et on veut aller bien au-delà à terme. Donc le OSS, c'est pour Opération Startup Studio, mais l'explication de cœur, c'est qu'on est tous fans de Jean Dujardin. Et pour ceux qui veulent un peu chercher, ils pourront trouver même, quand on avait annoncé notre levée de fonds de 4 millions, on avait fait une petite vidéo avec, en détournant un peu Jean Dujardin et OSS 117. Et donc vous pouvez la retrouver. On est tous des grands fans des 2 premiers, pas du troisième. Le troisième, c'est une erreur. Est-ce que pour les gens que les sujets d'OSS intéresseraient, tu as des recommandations de lecture, de contenu écoutez, allez faire un tour déjà sur notre blog. Pourquoi ça fait 13 années 90. Viens sur mon blog. Ça va. sur le blog du site, vous trouverez énormément de choses. Vous trouverez des articles, vous trouverez pourquoi on investit dans telle ou telle startup. Vous trouverez pourquoi nos process. Vous trouverez des interviews. Vous trouverez des podcasts avec des industriels. Donc vraiment, il y a énormément de contenu disponible et gratuit. Ok. Est-ce que pour finir, tu as un message à faire passer? L'industrie, c'est vachement bien. Venez nous rejoindre. On a un combat qui est porteur de sens. Et on a besoin de toutes les forces vives pour nous aider. Merci beaucoup, JP. Merci, Audrey. C'était très cool. À très vite. Bye bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.